Bonjour tout le monde, je m'appelle Annick de Smet, je travaille chez Henkel depuis déjà 30 ans dans différentes positions, mais aujourd'hui c'est en tant qu'ambassadeur enthousiaste pour Lockheed que je vous dresse la parole. Sans doute vous avez déjà entendu parler de Henkel, c'est un groupe qui est présent dans le monde entier avec un portefeuille d'activités diversifié et bien équilibré. En 2019, donc l'année passée, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros et un résultat d'exploitation ajusté de plus de 3,2 milliards d'euros. Ça vous donne une petite idée. On est en total avec plus de 52 000 employés de 120 nationalités différentes, donc on est très divers. On est présent dans 75 pays. Et vous connaissez surtout la société pour les 3 domaines d'activité. Vous connaissez sans doute les marques fortes que sont le chat, Fa, Prit. Donc, Henkel est présenté dans Laundry and Home Care, donc les poudres à lessiver, tout ça, Beauty Care, donc les produits cosmétiques. Mais nous, on va vous présenter aujourd'hui un peu plus notre département qui est les adhésifs industriels. Henkel est créé en 1877 et tout a commencé avec un petit ingénieur qui s'appelle Fritz Henkel et qui a inventé un poudre à lessiver persil. Bien évidemment, il voulait vendre ce poudre dans des emballages où il avait besoin d'un adhésif. Et donc, après l'invention des poudres à lessiver, il a inventé aussi les adhésifs. Aujourd'hui, on va vous raconter un peu plus sur une technologie des adhésifs qui s'appelle les anaérobies. Les anaérobies, ils ont été inventés en 1953. C'est un professeur américain qui s'appelle Vernon Kribel qui a développé ces adhésifs pour les fins filets dans son labo. Cette société, donc la société qui l'a créée, a créé la marque Loctite. Et Loctite, ça vient de Loctite, au fait, qui veut dire fixe fermement. L'invention de Loctite et les anaérobies, ça a vraiment entamé une nouvelle ère de fiabilité mécanique. Et on va vous présenter ça dans un petit film qu'on va démarrer maintenant. Before Loctite, machine performance was unpredictable. Vibration caused mechanical fasteners to fail. And failure has never been good. It's costly, dangerous, and it limits the potential of engineers and machines. Then, in 1953, in a Connecticut lab, an amazing invention was made. Anaerobic resins, which harden in the absence of air. And thread lockers were born. It was a small drop that created giant waves. Liquid adhesive, here, Loctite 242. Fastening became safer, more reliable, longer lasting. Output, productivity, and reliability all improved. Machine performance changed. Manufacturing changed. All because of one small red bottle. Avant que je donne la parole à Marie-Christine, qui est très expérimentée et qui peut vous guider dans ce monde des anaérobies, on va faire un petit test de votre connaissance. Il y a quelques questions que je vais vous poser. Et la première, c'est: avez-vous déjà utilisé des freins filets? Oui et non. Donc, vous pouvez indiquer. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà entendu le terme adhésif anaérobie? Donc, encore, vous dites oui ou non. Et finalement, la troisième question, donc si oui, connaissez-vous le principe de fonctionnement d'un adhésif anaérobie? Donc, voilà. Si vous avez répondu, je ne sais pas trop, Aude,
Il faut m'aider parce que Alors oui, tout à fait, on a les réponses. Donc, on a 75% des personnes qui connaissent le principe de fonctionnement d'un adhésif anaérobie. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, alors ça bouge encore, mais c'est 60-40 qui n'en ont pas entendu parler, 60 qui n'en ont pas entendu parler. Et pour les freins filets, on a 80% des répondants qui ont déjà utilisé des freins filets. voilà, On a merci. une connaissance plutôt bien. Oui, c'est ça. Ben, maintenant, Marie-Christine, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marie-Christine Adamzac. Je suis ingénieure support technique au sein de Henkel depuis plus de 20 ans. Et j'ai commencé, en fait, avec la marque Loctite. Donc, c'est une marque que je connais bien. Et puis, j'ai intégré ensuite toute la gamme des adhésifs Henkel. Je suis ingénieure support technique, ce qui veut dire que j'aide la force de vente dans son travail de tous les jours. J'aide les clients à élaborer des projets, à les faire avancer, à trouver des solutions, à étudier des cahiers des charges et aussi à animer des formations et des webinars. Donc, on va commencer par des généralités sur le freinage des filetages. Et on va se mettre un peu dans la peau de ce responsable de production qui est devant sa ligne de fabrication et qui imagine les conséquences que pourrait avoir le desserrage d'une vis ou d'un écrou. Alors, le desserrage d'une vis ou d'un écrou, ça peut commencer par un bruit anormal, des petites vibrations, puis des grosses vibrations qui peuvent entraîner un arrêt total de la machine et donc une perte d'exploitation. Et donc là, ça devient assez critique. En effet, une pièce qui lâche, elle peut avoir des fâcheuses conséquences. Et des sociétés qui ont connu ce type de désagrément, nous en connaissons quelques-unes. Elles font souvent, de temps en temps, elles font appel à nous. Et nous allons donc vous citer un exemple. C'est au Japon. C'est un grand fabricant de pneus au Japon qui a observé dans une année 284 incidents de défaillance par an. Et la défaillance, en fait, elle se situe ici. Là, vous voyez ma petite flèche, là, au niveau des écrous. Là, vous avez plein de petits écrous. Des vis et des écrous ici, il y en a 5-6. Donc, ils se situent à proximité de la presse de moulage. Et les défaillances arrivaient régulièrement. Il y en avait 284 incidents dans une année qui ont été répertoriés. Et chaque incident générait 2 heures d'indisponibilité machine. Et pour cette société, ça représentait sur une année plus de 450 000 € de perte de production. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les raisons qui ont été identifiées, les défaillances, elles ont été identifiées. Les ingénieurs se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des dilatations thermiques au niveau de nos vis écrous? Est-ce qu'on a des défaillances sur ces écrous et ces vis, des mauvaises qualités de matériaux? Et en fait, il s'avérait que ce n'était ni l'un ni l'autre, c'était les fixations qui se desserraient simplement. Je dirais simplement. Donc, la solution qui a été utilisée, c'est tout simplement de resserrer. Ils ont resserré les vis et les écrous, enfin les écrous plutôt, à chaque fois, avec le couple correct qui avait été calculé. Et malgré ça, les incidents continuaient. Donc, ça commençait à devenir un petit peu embêtant, même beaucoup. Et ils ont voulu savoir pourquoi ces défaillances, elles continuaient à se répéter. Et donc, ils ont fait intervenir la société Loctite pour savoir pourquoi le desserrage des fixations pouvait toujours se produire malgré tout avec des boulons serrés correctement. Et en fait, on leur a expliqué que quand on applique un couple de serrage, seul 15% du couple est restitué en tension. 85% est absorbé par les frottements. Alors, c'est une vidéo en anglais. Gap, ça veut dire jeu. Hein. Voilà, la vidéo est terminée. Donc, en fait, vous avez du jeu. Vous êtes dans un assemblage, vous avez du jeu. En fait, dans un assemblage fileté, vous n'avez que 15% de contact métal-métal à flanc de filet. Le reste, c'est de l'air, c'est du vide. Et la solution que nous apportons, c'est de remplir ce vide. Alors, comment
nous apportons cette solution. Nous l'apportons avec une goutte de frein filé. Le liquide va remplir les espaces vides entre les filets. Ce liquide va passer de l'état liquide à l'état solide pour se transformer en un plastique thermodurcissable et c'est ce plastique qui va empêcher l'autodesserrage. La solution pour ce client, ça a donc été de lui proposer un produit qui s'appelle Loctite 243, qui est un produit de freinage dit moyen. Conclusion, en adoptant cette solution, le client a évité 568 heures d'arrêt dans une année, ce qui a représenté pour lui un gain de plus de 450 000 euros. Donc voilà un exemple type où le frein filé a permis à une société d'éviter les pertes d'exploitation importantes. Alors on se demande, oui, mais bien sûr, le client n'a pas utilisé de dispositif mécanique. Effectivement, des fixations mécaniques traditionnelles, il en existe plusieurs. Pourquoi ne les a-t-il pas utilisées? Est-ce que ça n'aurait pas permis aussi de résoudre sa problématique? Alors, les méthodes traditionnelles, en voici quelques-unes. Le double écrou, la rondelle ressort, l'écrou avec un cernilon, la vis en basse crantée. Ça, ce sont celles qu'on rencontre le plus souvent. Donc, elles ont chacune leurs caractéristiques. Le double écrou augmente la surface. La rondelle ressort. L'écrou avec un cernilon, la vis en basse crantée, elles ont chacune leurs caractéristiques. Mais malgré tout, ces solutions traditionnelles ne permettent pas de résister à toutes les vibrations. Alors qu'avec un frein filet Loctite, vous allez remplir tous les jeux entre la vis et l'écrou. Le produit va polymériser, en fait, il va durcir pour former un plastique thermodurcissable qui va permettre de résister aux vibrations. Alors là, je me permets de stopper un petit peu la vidéo. Donc oui, c'est bien beau tout ça, mais comment le prouver en fait? Donc on a utilisé ce qu'on appelle le test de vibration de Juncker. C'est une méthode donc, qui permet de comparer différents assemblages boulonnés avec différentes fixations. Et ces fixations donc, sont soumises à une vibration transversale et on va mesurer le temps jusqu'à la perte de la force de serrage. Donc on a comparé, donc 200 chocs, c'est 2 secondes, hein, c'est assez fort. L'écrou standard non sécurisé, bon, on voit très bien que l'écrou standard non sécurisé au bout de 200 chocs, il ne tient plus grand-chose. La rondelle ressort, le double écrou, l'écrou avec un cernilon en verre, la vis en basse crantée et l'écrou standard uniquement freiné avec Loctite. Et on voit que l'écrou standard freiné avec une goutte de Loctite a résisté à 1000 cycles. On s'est arrêté à 1000 cycles. Donc on voit bien là les performances d'une goutte de Loctite par rapport à certaines fixations traditionnelles. La preuve est faite en fait. Donc si on résume les avantages, les inconvénients de la plupart des dispositifs de fixation mécanique, on peut observer des desserrages avec les vibrations, les phénomènes de dilatation thermique, voire des couples qui ne sont pas appropriés. Avec ce type de fixation mécanique, on n'a pas d'étanchéité des filetages, donc on est sujet à la corrosion. Ce type de fixation mécanique nécessite un important stock de rondelles ou de contre-écrous ou d'écrous crénelés qui répondent à toutes les formes et toutes les tailles. Et cerise sur le gâteau, pour nous c'est favorable, ces dispositifs de fixation mécanique sont plus coûteux que les solutions Loctite. Alors quand on dit plus coûteux, il faut savoir de quoi on parle, ce ne sont pas des chiffres qui sont annoncés un peu en l'air. On a une grille de coûts. Donc, si on considère que le frein filet Loctite, on lui donne une base de 1, la rondelle ressort, elle va apparaître à 1,2, le contre-écrou à 2, la rondelle éventail 3, la rondelle à ergot 5, l'insert nylon 5 fois plus cher qu'une goutte de Loctite, l'écrou crénelé 20 et la vis en basse crantée, là c'est le coût le plus cher, 25. 25 fois plus cher qu'une goutte de Loctite en fait. Et pour information, un flacon de 50 ml de frein filet permet de freiner, d'assurer 800 freinages en M10.
Est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là, Annick? Alors, Ben, pour jusqu'à l'instant, moi, je n'en vois pas. Pas de questions? On continue? On continue. Ok. Donc, on va parler maintenant de la façon dont polymérisent les adhésifs anaérobies. Les freins filets sont en fait des adhésifs anaérobies. Alors, quand on dit anaérobie, ça vient du latin an, qui veut dire hors, et aérobie, air, hors d'air. Ce sont des produits qui vont rester liquides tant qu'ils sont en présence d'air. En l'occurrence, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène qui permet de maintenir le produit dans sa phase liquide. C'est pour cette raison que les conditionnements, les petits flacons rouges là que vous connaissez certainement, sont conditionnés dans un plastique qui laisse passer l'air. C'est du polyéthylène basse densité. C'est pour ça qu'il est important de ne jamais reconditionner ces produits-là dans d'autres plastiques qu'on jugerait similaires. Donc, tant qu'on est en présence d'oxygène ou d'air, le produit reste liquide. Dès qu'il est en absence d'air, la polymérisation commence et cette polymérisation sera d'autant plus rapide que l'on a une présence d'ion cuivre ou d'ion fer sur les substrats métalliques. Sur les plastiques, c'est pas recommandé. Donc, les substrats qui contiennent du fer et du cuivre sont dits matériaux actifs. Donc, ça concerne le cuivre, le laiton, le bronze, le fer, l'acier, l'aluminium qui contient plus de 2% de cuivre. A contrario, tous les matériaux qui contiennent peu ou pas d'ion fer ou cuivre, c'est-à-dire la liste qui est à droite, les aciers inoxydables, les revêtements anodiques, l'aluminium avec moins de 2% de cuivre, les céramiques, les films de chromates, les films d'oxyde, l'argent, l'or, l'étain, zinc et j'en oublie. Donc, eux sont dits matériaux passifs. C'est avec eux qu'on va observer des polymérisations lentes, voire très lentes. Donc, on recommande d'une manière générale, quand on a affaire à ces matériaux passifs, d'utiliser un activateur. Un activateur, on le verra plus loin, va permettre donc d'activer la polymérisation des adhésifs anaérobies. Alors, si on résume ce qu'il faut retenir des produits de freinage de filetage, le produit liquide va venir combler tous les jeux. Il va se transformer en un plastique thermodurcissable qui va réaliser l'étanchéité complète métal-métal. Il va permettre de conserver la tension de la vis. C'était la problématique de notre client qui fabriquait des pneus. La tension de la vis n'était pas conservée. Et il va bien sûr résister aux vibrations. Alors, on a vu les avantages des produits de freinage de filetage. Il en existe un autre aussi qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle le couple résiduel. Le couple résiduel, c'est le couple qui reste une fois qu'on a cassé le film d'adhésif. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que le film se casse parce qu'on a eu des stress importants au niveau de la machinerie qui n'étaient pas prévus. Le film se rompt ou quelqu'un a essayé de démonter. Et même si le film est rompu, on aura toujours un couple résiduel qui va permettre à l'écrou de ne pas partir aussitôt, qui va permettre de rester en place pendant un moment jusqu'à plusieurs tours de dévissage. Alors, ce couple résiduel sera fonction de la force du frein filet qu'on va choisir. Si on utilise un frein filet fort, comme c'est le cas du Loctite 270, qui est représenté en vert, le couple résiduel sera plus important. Le frein filet moyen, le couple résiduel, vous le voyez, est inférieur. En fait, c'est lié à la cohésion du plastique. Plus le plastique est résistant, plus il va empêcher le dévissage. Il va être plus compliqué à dévisser. Voilà, tout simplement. Alors, pour comment s'y retrouver dans toutes nos références, parce que des références, nous en avons beaucoup. Nous avons un guide de sélection produit qui est disponible sur notre site internet, qui permet déjà de faire, rien qu'en lisant, qu'en répondant aux questions là qui sont posées, de faire une première sélection. Alors là, vous voyez les
les produits les plus utilisés, on va dire. Vous voyez un frein filet faible, vous voyez 2 freins filets moyens et 2 freins filets forts. Alors, ceux qui sont encadrés en bleu, ce sont ceux qui sont disponibles sur le site RS, qui sont vendus régulièrement. Et vous voyez un produit à gauche qui n'est pas sur le site RS, mais que je vais évoquer tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a 2 freins filets moyens et 2 freins filets forts. Quelle est la différence? Loctite 243, Loctite 2400. Quelle est la différence entre Loctite 270 et Loctite 2700? En fait, ces 2 produits, 2400 et 2700, ce sont des produits santé et sécurité. Ce sont des produits qui ont été développés par Henkel justement pour améliorer la santé, on va dire, des utilisateurs, pour pouvoir offrir des références sans pictogramme de danger sur les conditionnements et sans phrase de risque sur les fiches de données de sécurité. Voilà, donc ça, c'est deux points importants. Et ces produits donc sont de plus en plus demandés par les services hygiène et sécurité des différentes entreprises qui ont été à l'origine de la création de ces 2 produits. Alors, ces 2 références, elles ont été améliorées récemment pour pouvoir apporter de bonnes performances sur les pièces revêtues en zinc lamellaire, parce que le zinc lamellaire, c'est un revêtement qu'on rencontre de plus en plus. Et comme les premières références n'étaient pas, ce sont 2 produits qui sont sortis il y a 5 ans à peu près, comme les premières références n'étaient pas suffisamment performantes, on les a revues l'année dernière pour qu'elles soient au moins aussi performantes que les Loctite 243 et Loctite 270. Qui sont les versions, on va dire, avec pictogramme de danger. Sachant que le pictogramme de danger des Loctite 243 et Loctite 270, c'est le point d'exclamation. Moi, j'ai connu, quand je suis arrivée chez Loctite il y a plus de 20 ans, les freins filets n'avaient pas de pictogramme de danger. Mais la législation étant ce qu'elle est, on sévérise de plus en plus les fiches de données de sécurité. Ce qui n'avait pas de pictogramme, maintenant, finalement, obtient un pictogramme. Ce ne sont pas les formules qui changent, c'est la législation qui se sévérise. Donc Henkel met un point d'honneur à suivre les législations et à proposer, tant qu'elle le peut, des produits sans pictogramme de danger. Est-ce qu'il y a des questions avant que je poursuive sur la façon dont on dépose les produits? Je continue? Oui, c'est toujours très clair. Il n'y a aucune question, Marie. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. On est là pour ça, profitez-en. Donc, comment on va appliquer un frein filet sur un trou qu'on dit débouchant? Alors, le mieux, c'est de montrer une vidéo. Les images valent plus que des mots souvent, c'est plus explicite. Donc voilà, tout simplement, on dépose une goutte. Donc là, vous avez une vis M10, 10 ou 12. Donc on a créé un petit système à base de résine époxy pour que qu'on voit bien la pénétration du produit dans les filets. Voilà. Donc là, on ne se pose pas la question, on pose sur la vis. Dans le cas d'un trou débouchant, ça se passe comme ça. Maintenant, comment faire lorsque nous avons affaire à un trou borgne? Alors, il y a 2 écoles. Il y a une école qui est un peu plus, qui donne de meilleures performances. Vous allez voir les 2 en même temps. En haut, on va déposer sur la vis, comme tout à l'heure. Et en bas, on dépose dans le tiers inférieur du trou borgne. Donc ça, c'est bouché. Dans le fond est bouché. Donc on voit en haut le produit. Bon, il a un peu de mal à se frayer un chemin au fond des filets. Il va rester sur les 2 ou 3 premiers filets. Alors qu'en bas, vous voyez que le fait qu'on comprime de l'air, ça permet au produit de remonter dans le filetage. Donc, quand on a affaire à un trou borgne, on préconise de déposer le produit au fond du trou borgne ou dans le dernier tiers. Alors, il y a certains clients qui nous disent, oui, mais moi, le frein filet, ça m'embête un peu parce que j'aime bien faire mes réglages. Et puis, une fois que j'ai fait mon réglage, j'aimerais bien stopper mon filetage et que ça ne bouge plus.
Alors, pour ce faire, on a un produit qui s'appelle Loctite 290, qui est un produit capillaire qu'on peut appliquer après avoir fait son assemblage. Il est tellement capillaire, vous voyez à l'écran, que même à l'horizontale, il va venir s'immiscer au sein du filetage. Et il va, on va dire, dans ce cas-là, il va concerner les 4-5 premiers filets. Alors, c'est un produit qui est considéré comme un frein filet moyen, entre moyen et faible, mais qui a de bons arguments pour lui. Voilà, toujours pas de questions, je continue. Pas de questions. Alors, je vais vous parler de l'activateur tout à l'heure. Si vous vous souvenez, l'activateur, c'est le produit qu'on préconise lorsqu'on a affaire à des matériaux dits passifs qui contiennent très peu de fer ou de cuivre en surface. Il se présente sous forme d'un aérosol et on va le pulvériser sur les métaux qu'on veut, sur les métaux avec lesquels on veut des polymérisations rapides. Tout simplement, on pulvérise. En fait, sa formule contient des sels de cuivre et ce sont les sels de cuivre qui vont activer la polymérisation. Donc, on pulvérise, on laisse sécher le solvant porteur et ensuite, on applique son frein filet de la façon que vous avez vu là auparavant, suivant qu'on a affaire à un trou borne ou à un trou débouchant. Alors, on parle effectivement d'adhésifs. Les freins filets, ce sont des adhésifs. On parle d'activateurs, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des cols. Et que quand on utilise des cols, comme vous le savez peut-être, on parle toujours de propreté, pas de bon collage sans bon nettoyage. Donc, dans le domaine des freins filets, c'est exactement la même chose. Si on a des contaminants sur les substrats, si on a des traces d'huile, des anciennes traces de graisse, des poussières, des résidus d'adhésifs, des résidus d'huile de couple, ces résidus, ils vont pas générer des adhésions, ils vont pas générer des phénomènes d'adhésion sur les substrats et ils vont nuire à la qualité du freinage qu'on veut avoir. Si on veut un frein filet moyen, un freinage moyen, si on a une surface qui est pas nettoyée ou mal nettoyée, on n'aura pas un freinage moyen, on aura peut-être un freinage faible, voire pas de freinage du tout. Donc, il est important de nettoyer, ça on le répète souvent, de nettoyer ces substrats. Alors, il existe un produit qu'on recommande très souvent, c'est celui qu'on recommande le plus. C'est un produit solvanté qui s'appelle Loctite SF7063, qui est idéal pour la préparation des surfaces avant collage ou avant étanchéité, qui est validé avec tous les adhésifs Loctite. C'est un solvant sec qui s'évapore rapidement, il ne laisse aucun résidu, ça c'est important. Parce que si vous nettoyez avec un solvant aqueux, vous risquez de laisser des résidus sur les substrats. Et les résidus peuvent être problématiques. Donc, il va éliminer toutes les traces d'huile, de graisse, de poussière. Et avec ce produit-là, on est assuré d'avoir les meilleures performances avec le produit qu'on va choisir. Alors, pour vous, on va conclure sur ce sujet avec une application typique d'un freinage de filetage. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, on nettoie et on dégraisse. Donc, on pulvérise. Par contre, il faut prendre un chiffon derrière parce que sinon, les salissures vont rester dans le filetage. On met sa vis. Ensuite, on applique, c'est un trou débouchant, donc on applique sa goutte, son écrou, et on met des gants. Ce sont des produits considérés comme chimiques, donc on préconise de porter des gants malgré tout. On monte l'écrou et on applique le bon coupe de serrage. Et voilà une application typique d'un freinage de filetage. Alors la question qu'on nous pose souvent, oui d'accord, mais comment on démonte? Est-ce qu'on peut démonter un assemblage freiné? Alors on peut toujours démonter un assemblage freiné. Si on a sécurisé avec un frein filin faible ou moyen, avec un outil à main standard, généralement, l'écrou se dévisse très bien. Là, on voit très bien que l'étanchéité est assurée quand on utilise un frein filet.
Par contre, pour les assemblages qui ont été sécurisés avec un frein filet fort ou qui sont impossibles à démonter, on va préconiser de chauffer localement à environ 250 degrés. Alors, pourquoi chauffer? Souvenez-vous, le frein filet qui a polymérisé, c'est un plastique thermodurcissable. Donc, quand vous chauffez un plastique, surtout à 250 degrés, il va se ramollir. Donc, on va profiter du ramollissement. La résistance du produit va diminuer pour démonter à chaud. Parce que si vous laissez refroidir, le plastique va reprendre sa cohésion initiale, enfin, du moins proche de l'initiale. Est-ce que vous avez des questions par rapport Je crois que c'est très, très clair. J'ai peut-être été un peu rapide sur certains Alors, on n'a pas vu de sujets. questions passer, donc je pense que c'était surtout très clair, en fait. Oui. Eh ben, on va peut-être vérifier avec le dernier sondage. Oui. On va vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien compris. Et on va voir dans le sondage. Donc, un adhésif anaérobie passe de l'état liquide à l'état solide grâce à ou bien l'humidité de l'air, la température ou l'absence d'air et la présence de métal. Donc, un des trois. Voilà. Et la prochaine question. Où doit-on déposer un adhésif frein-filet pour freiner une vis dans un trou borgne? Est-ce que c'est sur les premiers filets de la vis, dans le fond ou dernier tiers du trou, sur le premier filet du taraudage ou sur les deux pièces? Merci d'indiquer une de ces réponses. Alors, il y a les réponses qui sont en cours. Marie-Christine, pour te donner des réponses sur la première question, comment est-ce que ça passe de l'état liquide à l'état solide? Il y a 50-50 pour l'humidité de l'air ou l'absence d'air et la présence de métal. Alors, c'était l'absence d'air et la présence de métal. Ce sont des produits anaérobies. Donc, je vais reparler un petit peu de la fonction anaérobie. Anaérobie, ça veut dire hors d'air. Tant que les freins filets sont en présence d'air, ils restent liquides. Dès qu'ils sont en absence d'air, ils vont commencer à polymériser, mais très lentement. Donc, la présence de métal va activer la polymérisation. Donc, la bonne réponse, c'était absence d'air et présence de métal. Okay. Il y a des adhésifs qui polymérisent avec l'humidité de l'air, mais ce ne sont pas les adhésifs anaérobies, ce sont d'autres technologies. Par exemple, les silicones qui vont polymériser avec l'humidité de l'air. Ok. Et donc, sur la deuxième question, où doit-on déposer un adhésif frein-filet pour freiner une vis dans un trou borgne? On a alors 20% qui répondent sur les premiers filets de la vis, 40% dans le fond ou dernier tiers du trou et 40% sur le premier filet du taraudage. Alors, c'était dans le fond du trou borne, sur le premier tiers au fond du trou. Donc là, en haut, c'est quand on dépose, voilà, à l'extérieur. Et en fait, la vidéo du bas, on dépose au fond du trou. Le trou, il commence là. Voilà, il commence là, le trou. Donc ici, ce schéma-là, il représente l'endroit où on va indiquer la dépose du produit, ici au fond du trou, au premier tiers. Soit une grosse goutte au fond ou au premier tiers, suivant la dimension de la vis. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Alors, ça a l'air d'être très clair. On a Jérémy qui nous dit c'est très clair. Voilà. Merci Jérémy. On va faire plus clair que ça. Ok. Du coup, je vérifie. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je vois personne d'autre écrire, donc c'est que je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, on vous remercie tous
d'avoir participé à ce webinaire. Le lien vers le replay va vous être envoyé. Du coup, on espère que vous reviendrez vers nous avec des questions si jamais il y en a. N'hésitez pas, on est tous là pour ça. Et en attendant, on va vous souhaiter une bonne après-midi et une bonne fin de journée. Et merci à tous. Merci pour votre participation.